Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Une vaste polémique et de terribles atermoiements ont précédé son installation, mais le COS, l'EPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, est désormais à pied d'œuvre et procède à l'actualisation du fichier électoral national. Quel est le bilan d'étape à la date d'aujourd'hui? On le fera avec son président, Janvier Yawedou, mais il est un homme politique, bien évidemment, député à l'Assemblée nationale, membre de la Haute Cour de justice et membre du Parlement régional. Eh bien, il est sur ce plateau, honorable Janvier Yawedou, je me semble, vous serez membre du bloc républicain. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Nous allons lire à travers vos lunettes, vos aussi jolies lunettes ce matin, l'actualité de la recomposition de la classe politique nationale, une recomposition induite par des lois que vous avez contribué à voter à l'Assemblée nationale. Je fais ainsi allusion au code électoral et à la charte, la nouvelle charte des partis politiques. Christian Adandédian pour les premières questions. Bonjour Christian. Bonjour André Dossa, Janvier Yawedou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Zone Franche. Avec vous, il sera question d'abord de l'actualisation de la LEPI, puis de la politique nationale comme l'a rappelé tantôt André Dossa dans son introduction. Vous êtes le président du COS LEPI. Officiellement, depuis le 1er juillet dernier, c'est vous qui êtes à la tête de cette structure qui se charge d'actualiser la liste électorale permanente informatisée. Lorsqu'on fait le point, ça fait pratiquement 4 mois que vous êtes en place. La mission à laquelle vous êtes convié depuis un bon moment, comment est-ce que vous la vivez? Non, je pense que tout se passe bien. Nous avons déjà dépassé la première phase qui consiste justement à faire donc l'actualisation sur le terrain à partir des données du terrain. Nous avons fait l'affichage des listes, ça a demandé du travail au niveau donc du bras technique du COS qu'on appelle l'Agence nationale de traitement, l'ANT. Après donc plusieurs mois de travail à ce niveau de vérification, nous avons affiché les listes. Et on a demandé aux populations d'aller vérifier donc leur présence sur ces listes-là. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu quelques changements? Est-ce que les photos correspondent au nom? Est-ce que l'adresse est toujours la même? Parce que si vous avez changé de domicile entre les dernières élections et maintenant, il va falloir signaler à votre chef quartier, auprès de votre chef de village, faire les corrections appropriées. S'il y a eu des décès parmi les électeurs, c'était le moment donc de signaler. Et après cette étape, donc tous ces documents reviennent au COS, à Cotonou, à Grand-Gandan, et on procède donc à la mise à jour donc, de la base de données. Et après ça, l'étape qui suit immédiatement, c'est donc prendre en compte les personnes qui ont perdu, par exemple, leur carte d'électeur. Alors, dans le cas où vous avez perdu votre carte d'électeur, ou enfin perdu, vous l'avez négligé, vous ne savez plus où vous l'avez placé, et puis là, vous allez à la police réclamer donc lorsqu'on vous délivre un certificat de perte. Et fort de ce certificat de perte, vous vous rapprochez donc du COS LEPI qui vous délivre donc un duplicata. Mais il y a une autre opération d'envergure qui s'annonce, qui va commencer début décembre, et qui concerne le redéploiement des kits biométriques sur le terrain. Alors là, c'est les nouveaux inscrits et les omis qui doivent aller vers les nouveaux centres de vote pour aller se faire enregistrer. Et les Béninois, par contre, qui n'ont jamais eu de carte d'électeur et qui sentent l'envie, qui ont l'envie donc de figurer sur le fichier électoral national, doivent écrire au président du COS qui doit prendre contact avec le président de la Cour constitutionnelle afin que l'autorisation soit donnée pour qu'on le fasse. Certains citoyens peuvent s'adresser directement à la Cour constitutionnelle dans ce cadre-là. Donc,
après tout ça, lorsqu'on aura rajouté ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les Béninois qui auront 18 ans, en tout cas à la date des élections, ceux-là on régénère donc ces données-là de façon à ce qu'ils puissent voter. Donc voilà un peu le travail qui reste à faire. Ça, c'est les différentes étapes de l'entreprise même de l'actualisation du fichier électoral national. Voilà. Alors, on va prendre étape par étape, notamment les étapes qui ont déjà, que vous avez déjà passées, à savoir le point technique, le point du matériel sur le terrain, l'affichage aussi en question, notamment sur la question de l'affichage honorable. On a observé que pour une fois, une des rares fois dans le pays, l'actualisation du fichier électoral, l'activité même du COSLEPI n'a pas véritablement suscité des passions, beaucoup d'engouement au sein de la population. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Non, si. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu des COS intermédiaires. Il y a eu le COS, ce que j'appelle COS intermédiaire, des COS qui n'avaient pas d'enjeu. C'est-à-dire, je parle du COS, par exemple, 2016, COS 2017. Et il y a déjà eu une actualisation. Donc, les Béninois se sont déjà déplacés pour aller vérifier leur présence. Et certains se sont dit, bon, je l'ai vu il y a un an, donc qu'est-ce que ça doit être dedans? J'ai plus besoin d'aller voir. Il y a la catégorie des Béninois qui se disent, bon, ils vont proroger. Ils vont proroger et nous n'avons pas prorogé. Et parce que certains concitoyens ont l'art d'attendre la dernière minute. C'est toujours comme ça. Donc, c'est à la dernière minute, c'est-à-dire la veille, qu'on a vu l'engouement. Mais pendant 21 jours, les populations se sont abstenues d'aller faire le... Et on a vu des queues terribles le dernier jour. Vous êtes conscient de cette attitude des Béninois à attendre le dernier moment. Donc là, on n'avait pas prolongé, ça veut dire on n'a pas prolongé. Par contre, les Béninois qui ont changé, par exemple, de domicile, sont obligés de le faire savoir. Sinon, c'est en ce moment qu'il y aura des plaintes le jour de l'élection. Parce qu'ils vont se présenter à un centre de vote et ils ne verront pas leur nom. Et nous invitons, je profite donc de cette tribune que vous m'offrez, pour inviter une dernière fois les Béninois qui ont changé de domicile à se rapprocher maintenant du COSLEPI. Nous avons installé un bureau spécial pour les corrections et ils se présentent avec photocopie de leur carte d'électeur, avec leurs demandes et on les inscrit pour que enfin ils puissent voter. Parce qu'il y a les anciens centres de vote. Vous étiez par exemple à Banikwara. Aujourd'hui, vous êtes à Glazoué. Comment faire? Vous n'irez pas vous déplacer pour aller voter à Banikwara. C'est le moment de signaler au COS donc cette modification-là. Donc, même beaucoup n'ont pas compris. Mais comment ça se fait le travail technique sur le terrain lorsque vous demandez par exemple aux citoyens de se déplacer vers le COS? Est-ce vers le bureau même du COSLEPI ou les démembrements que vous avez sur place? Nous avons, justement, pour éviter que les Béninois ne se dérangent trop, nous avons donc, nous sommes déplacés avec nos démembrements jusqu'au niveau village. Nous avons déployé des équipes dans 5303 villages, 546 arrondissements, pour que les Béninois puissent en quelques minutes aller remplir cette formalité-là. Donc ceux qui ont eu l'intelligence de le faire, aujourd'hui se sentent heureux. Mais ceux qui n'ont pas pu faire, la porte n'est pas complètement fermée. On les autorise à nous. Ceux qui sont très loin peuvent formuler la demande, joindre la photocopie de la carte d'électeur, les faire transmettre par des parents et nous leur accordons jusqu'au 30 novembre pour recueillir encore ces cas-là. Donc il y a un bureau qui est ouvert et au niveau du COSLEPI à Glangandan pour recueillir donc ces dossiers et les traiter. Vous n'avez pas prorogé, les 21 jours sont passés. Quel bilan peut-on faire de cette phase-là d'actualisation? Nous sommes, l'Agence nationale de traitement est en train de faire les dépouillements. On est en pleine phase de dépouillement. C'est quand même impressionnant ce qu'on a recueilli comme données. Donc les informaticiens sont à pied d'œuvre. Donc d'ici à là, on aura les chiffres définitifs. Mais pour l'instant, bon, on ne peut pas donner de chiffres. C'est des tonnes et des tonnes de documents qui nous sont parvenus. Donc on est en plein travaux là-dessus. Pourquoi cette
relative accalmie autour du COS Lépée cette fois-ci. Vous l'avez dit, oui, il y a eu des COS intermédiaires, mais quand même, nous sommes généralement les COS qui précèdent des élections à fort enjeu, telles que les législatives à venir, sont souvent des COS qui suscitent beaucoup d'attention de la part aussi bien des acteurs politiques que des citoyens lambda. Qu'est-ce qui explique ce silence, ce calme apparent? Non, quels sont les problèmes majeurs qui se posaient, qui suscitaient des remous? En général, c'est que les COS ne recevaient pas de budget. On avait le sentiment que le gouvernement tentait de bloquer les élections. Et on a vu le cas à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas de remous parce que le président Talon, le gouvernement Talon, a voulu montrer sa bonne foi. Puisque vous vous rappelez, il y a eu des rumeurs qui disaient entre autres que le président Talon ne voulait pas du COS, ne voulait pas de la LEPI et que c'est RAVIP qu'on devait utiliser. Or, depuis que moi je suis là, je n'ai pas senti une telle velléité de sa part et surtout que dès le départ, il nous a donné les moyens de travailler. Ça coûte combien le budget de COS Yaoundé? Le COS Yaoundé, disons, l'un des COS, bon, les moins coûteux. Parce que beaucoup loin des 6 milliards, 10 milliards dont on avait connaissance, nous sommes à des montants assez modestes, mais des montants qui nous permettent, disons, de faire le travail qui nous est demandé. Combien? Je ne peux pas vous dire le montant. C'est une activité publique. Le COS Lépée, le mandat ne peut. Bon, je crois qu'on est à moins de 2 milliards. À moins de 2 milliards. Mais on fera le travail. On ne sait pas si on aura probablement besoin de petits rajouts. Parce que tout dépendra, par exemple, du nombre de cartes d'électeurs à imprimer. Si ça, c'est une estimation difficile à faire parce que les nouveaux majeurs, on peut les connaître, mais les Béninois qui ont perdu leur carte d'électeur, etc., on ne peut pas évaluer correctement. Donc, en fonction de toutes ces données-là, on demandera au gouvernement ce qu'il nous faut pour achever le travail. Est-ce que c'est le montant aussi réduit du budget de ce COS-là qui fait que, au niveau des équipes que vous avez déployées sur le terrain, on n'a pas remarqué la présence des agents locaux d'actualisation? Non, c'est la loi. C'est la loi qui a essayé de recadrer un peu sur le COS. Vous savez, déjà, en termes de démembrement, c'est déjà trop important. Nous avons d'abord les coordonnateurs départementaux. Il y en a 12. Il y a ce qu'on appelle les coordonnateurs de zone. Il y en a 62. Les coordonnateurs de zone, c'est sur les 77 communes, on a essayé de réajuster pour avoir 62. Et maintenant, il y a ensuite les CCA, les commissaires communaux d'actualisation, qui ont été désignés par l'Assemblée nationale à raison de 1 pour la majorité et 1 pour la minorité parlementaire. Et plus maintenant l'agent chargé donc de l'état civil au niveau des mairies. Tout ce monde-là, c'est fait pour contrôler le sérieux du travail qui est fait. Il y a ensuite, au niveau des arrondissements, ce qu'on appelle les DAA, les délégués d'actualisation pour l'arrondissement, et c'est ceux-là qui sont les agents chargés de se rapprocher des chefs de village, de s'appuyer sur les chefs de village pour faire donc le travail. Vous voyez que c'est quand même assez décentralisé. Donc il n'y a pas de raison pour que le travail ne se fasse pas de façon propre. Et puis, qu'est-ce qui amène l'opposition à dire il faut qu'on utilise la LEPI? Vous savez, dans toute la chaîne que je vais vous décrire, à chaque étape, l'opposition est présente. À l'Assemblée, nous sommes 62 députés de la majorité. Nous avons désigné 5 personnes pour aller au COS. Par contre, les 18 de la minorité ont désigné 4. Vous voyez un peu le déséquilibre. Mais c'est pour permettre donc au COS d'être assez équilibré pour que chaque camp puisse observer ce qui se passe. Au niveau des CCA, c'est pareil. Nous, au niveau de la majorité parlementaire, nous sommes 62. Nous avons désigné, sur les 77 communes, nous sommes 62 à désigner pour 77 communes. 62 personnes vont désigner pour 77 communes. Ailleurs, dans l'autre camp, ils ne sont que 18, ils ont désigné pour 77 communes.
Donc, quelque part, il y a beaucoup plus un équilibre. L'opposition est encore plus forte, quelque part. Donc, moi, je pense que on ne pouvait pas aller aux élections sans... En dépit de cette présence des différentes parties prenantes dans le processus d'actualisation du fichier électoral national Janvier Yaouédéou, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'un double emploi lorsqu'on sait que le Conseil d'orientation de supervision de la LEPI englobe l'ANT, l'Agence nationale de traitement, qui a joué un rôle éminemment important dans la réalisation du RAVIP, et qu'aujourd'hui, on est encore en train d'actualiser le fichier. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être en train de faire quelque chose qui avait déjà été fait? Non, pas du tout. Les concepts ne sont pas les mêmes, à tout point de vue. D'abord, le concept, la procédure. Je viens de vous décrire la procédure pour ce qui est donc de la LEPI. La LEPI, c'est d'abord la politique. Et chaque camp politique on se surveille. Quand bien même l'ambiance au COS est une bonne ambiance à l'image de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on se surveille. Donc, il n'y a pas de cadeau à se faire sur ce plan-là. Les fichiers ne sont pas les mêmes. Les techniciens de l'ANT sont sous la supervision de la présidence de la République. Et le rôle de l'ANT, le fondement même de l'ANT, c'est travailler à toute opération, disons, à caractère recensement, etc. Ça, c'est l'ANT, c'est l'Agence nationale du traitement, qui théoriquement n'a rien à voir avec le COS-LEPI. Donc, lorsqu'il y a recensement ou opération de grande envergure du genre, on fait référence en général à l'INSAE, quelque part, pour les histoires de recensement de la population, etc., etc. Et côté technique, il y a l'Agence nationale du traitement. Donc, ce n'est pas parce que l'ANT a travaillé avec le COS qui n'a pas le droit de travailler avec le RAVIP ou autre. C'est des techniciens, des gens qui sont moulés dans la gestion informatique des bases de données ou de différents types donc de contrôle technique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. On peut, des idées dans l'esprit d'intoxiquer, peut vous dire, mais je vous dis, ce n'est pas la même chose du tout. C'est des bases de données totalement séparées. Si c'était le cas, c'est-à-dire l'eau ne serait pas là. Vous êtes entré alors dans votre mission. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis que ce COS-LEPI est installé, vous avez mené des démarches vers la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Vous avez retenu un certain nombre de choses dans vos échanges, une collaboration. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le fondement même de cette collaboration que vous avez avec la Sénat? Vous savez, lorsque l'entente est parfaite et que la collaboration est convenable, le travail final est forcément bon. Nous nous sommes rapprochés dès notre prise de fonction, nous sommes rapprochés donc du président de la Sénat pour lui présenter notre chronogramme, un chronogramme détaillé à une semaine près, de façon à ce qu'à la fin de la fin du COS, qu'on puisse remettre la liste à la Sénat à bonne date. Les cartes d'électeurs imprimées et distribuées aux populations à bonne date. Donc, nous avons fait cette démarche-là. Nous sommes entendus. Là où il pourrait y avoir quelques incompréhensions, on a essayé donc de nous entendre. Nous nous sommes rapprochés du président de la Cour constitutionnelle pour lui poser des questions, disons, d'ordre technique et légal pour voir, bon, quelle démarche faire, quoi faire en son temps. C'est toutes ces démarches-là qui nous ont amenés aujourd'hui à faciliter aux populations le fait d'écrire au président du COS ou d'écrire à la Cour constitutionnelle que des recours soient faits. Donc, dans ce sens... Vous venez de procéder à l'inscription de 2 membres du gouvernement dans le fichier électoral national. Certains citoyens se sont demandé mais pourquoi ce privilège? Ce n'est pas un privilège. Parce que n'importe quel citoyen qui est libre d'écrire à la Cour constitutionnelle, je vous avoue, plusieurs ministres m'ont appelé pour dire « Ah, je n'ai pas pu m'inscrire président COS, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je leur ai répondu « Écrivez, vous pouvez m'écrire, mais même si vous m'écrivez, je transmettrai
à la Cour pour que le décès soit fait, pour qu'on statue sur votre cas. Donc, de la même manière que ce que j'ai dit à ces ministres-là, je dis aux populations, aux Béninois, ceux qui ne sont aujourd'hui pas dans le fichier peuvent écrire pour expliquer pourquoi ils n'ont pas pu s'inscrire en son temps. Je prends le cas de quelqu'un qui est venu, qui nous a rendu visite, qui était à Korogo, au moment où, à Korogo, en Côte d'Ivoire, à plusieurs heures d'Abidjan. Oui. Et vu ces mois, il était enseignant. Il n'a pas pu se déplacer pour venir à Abidjan, alors que le kit était présent uniquement à Abidjan. Donc, quoi faire? Il n'a pas pu. Aujourd'hui, retraité, il est rentré, il a envie de remplir son devoir citoyen, il est libre, disons, de faire la demande. Donc, ce n'est pas que... C'est des ministres qui ont écrit que le président de la Cour, que la Cour constitutionnelle a accepté. Chaque autour béninois qui sont deux personnalités ou c'est deux citoyens qui revient de Korogo, tous les autres citoyens de l'extérieur qui n'ont pas pu, ils expliquent j'étais pour telle raison, j'ai pas pu, donc je veux le faire. Une décision officielle de la Cour autorise donc l'agent de traitement à les intégrer. Alors, le processus d'actualisation du fichier électoral national, c'est une durée. De combien de temps disposent encore ces citoyens-là pour saisir la Cour et se faire enregistrer? Cette contrainte relève donc de... C'est pas la Cour qui limite, mais c'est les contraintes de temps et technique, le calendrier du COSLEPI qui encadre. Et nous autorisons, enfin nous, pour les Béninois, peuvent saisir la Cour au plus tard, disons jusqu'au 20, encore le temps que la Cour délibère. Parce que nous, au 30 novembre, on ne pourra plus recevoir. Parce que le temps, disons, de faire quand même les dédoublonnages, le travail technique et autres, pour pouvoir avoir une base propre, et sortir les cartes d'électeurs pour la fin de décembre. Il faut quand même dit que les kits seront redéployés sur le terrain. Oui. C'est pourquoi faire? Les kits seront redéployés sur le terrain pour prendre en compte, disons, les omis par exemple, et les nouveaux inscrits. Si je prends le cas, par exemple, les ministres dont vous parlez, ils sont obligés d'aller poser les empreintes pour qu'on relève leurs données, pour qu'on prenne leurs photos, etc., etc. Donc, c'est pour ceux-là que les kits seront, ce n'est plus pour tout le monde. Et j'appelle, dernière fois, je profite donc de votre question pour demander aux Béninois que, avant, c'est-à-dire dans les temps passés, les cartes d'électeurs, c'était sous forme de papier. Donc, à chaque élection, on imprimait de nouvelles cartes d'électeurs. Mais depuis 2015, les cartes sont des cartes biométriques. C'est des cartes chères et infalsifiables. Donc, du coup, ce ne sont pas des cartes à jeter après le vote. C'est des cartes que le Béninois doit conserver. Sa pièce d'identité, c'est comme une pièce d'identité. Il faut conserver ça. Donc, chaque Béninois n'a qu'à profiter de cette émission pour aller rechercher sa carte d'électeur pour s'assurer que tout est en ordre. Vous voulez dire, honorable Yaouedou, que ce sont des cartes biométriques, des cartes donc infalsifiables, mais comment peut-on vous croire quand la police vient de mettre la main sur un nombre impressionnant justement de cartes d'électeurs falsifiées et utilisées par des citoyens pas recommandables à d'autres fins? Quand il y a nuance, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de faire des cartes qui ressemblent aux cartes véritables. Mais lorsque vous regardez ces cartes-là, à vue d'œil, de toutes les façons, lorsque vous jetez un coup d'œil, vous voyez que c'est de fausses cartes. C'est des gens qui ont pris des cartes réelles et qui ont recopié, en changeant de nom, recopié donc le contenu, les photos et autres. Mais dès que vous voyez déjà que les logos ne sont pas propres, etc., etc. Et les cartes réelles, vous savez, à l'intérieur des cartes, il y a des puces que vous ne voyez pas. Des choses que, juste avec un portable ou un logiciel approprié, vous lisez sur la carte ce qu'il y a. Lorsque vous prenez ces cartes-là, vous ne pouvez pas lire. Donc, mais par contre, à vue d'œil, ils ont tenté. Mais c'est si mal fait que... Et puis, c'est pas fait dans l'optique telle que le commissaire général de la police républicaine a expliqué. C'est pas fait dans le cadre, disons, de tricher aux élections. C'est des cartes qui ont été falsifiées d'une certaine manière pour pouvoir faire passer les gens, prendre le nom, disons, des ministres, le nom de personnalités pour l'ANAC. Comme on le dit couramment, c'est des gaïmans qui en sont l'auteur, qui ont réussi même à s'acheter des ordinateurs, des équipements très chers pour faire. Donc, les quelques 300 de cartes qu'on a vues chez eux, en fait, ce ne sont que des jetons. Ils peuvent en tirer même 1 million. Mais
Je voudrais rassurer la population en expliquant que ces cartes, de toutes les façons, ne représentent rien dans le processus électoral. Parce que même si quelqu'un avait sa carte d'électeur et tentait de dire qu'il faut un duplicata, il ne peut rien faire avec. Parce que ce qui est important, c'est la liste électorale. Vous rappelez-vous, lorsque vous allez à un vote, au bureau, on vérifie d'abord votre nom pour voir si vous êtes dans le fichier électoral. Et c'est seulement lorsqu'on voit votre nom qu'on vous autorise à voter. Et la carte permet de voir si vous êtes réellement la personne concernée avec votre photo. Donc, même si vous avez 2 cartes ou 10 cartes, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous ne pouvez pas voter à la place de quelqu'un d'autre. Et puis, le jour où vous vous présentez, les agents qui sont à la tâche connaissent très bien, savent très bien si la carte est fausse ou vraie, ça se voit. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à cela. Alors, de nouvelles cartes seront imprimées pour servir aux législatives prochaines. Pour ceux-là qui ont leur ancienne carte, est-ce à dire que vous leur demandez d'aller chercher ces cartes-là ou ils se patientent pour avoir de nouvelles cartes d'électeurs? Janvier Yaouéléou. Non. Il n'y aura pas de nouvelles cartes d'électeurs pour tout le monde. Il y aura des cartes d'électeurs pour ceux qui les ont égarés et les nouveaux majeurs. Mais ceux qui avaient leur carte, moi par exemple, je n'aurai pas une nouvelle carte. Vous non plus. Donc les anciennes cartes que vous avez continuent d'être valables. On ne va pas imprimer de cartes pour tout le monde. C'est d'ailleurs l'intérêt donc de la LEPI, de la liste électorale et permanente informatisée. C'est ça l'avantage. On n'a pas à réimprimer des cartes à chaque course. La carte que vous avez est valable pour jusqu'en 2021, votre carte est valable. Donc, sauf si vous l'égarez. Donc, on ne réimprime pas de carte pour tout le monde. Uniquement pour les nouveaux majeurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais de carte ou les personnes qui les ont égarées. Il y a des engagements pris par vos prédécesseurs. En tout cas, ils ont fait beaucoup d'annonces en son temps en ce qui concerne la carte d'électeur, la carte LEPI, qui devrait donner lieu à plusieurs applications. Ça doit servir à ci ou ça. C'est vrai, vous êtes le président du COS LEPI qui intervient le moins jusque-là, en tout cas, par rapport à l'activité là-bas. Qu'est-ce que vous nous promettez cette fois-ci par rapport à ces cartes? Est-ce qu'enfin, notre carte LEPI va pouvoir tenir lieu, par exemple, de carte d'identité nationale, donner lieu à d'autres applications, comme ça nous avait été promis par le passé? Ça a été promis et beaucoup de Béninois l'utilisent à ces fins-là. La preuve, c'est que ces malfaiteurs, ces malfrats qui ont tenté de prendre des cartes d'électeurs, de les falsifier, ont réussi à faire des opérations bancaires. Ils ont réussi à se faire passer pour des autorités et à s'inscrire, par exemple, prendre des cartes GSM, et à la banque. Donc ça se fait. Mais, vous savez, en cours de route, on peut innover, on peut améliorer. Et je pense que c'est dans cet esprit, qui n'a rien à voir avec les élections, que le gouvernement du président Talon a pensé au RAVIP, qui a institué donc cette carte RAVIP, une carte à tout faire. Jusque-là, on ne parle pas d'élection. Une carte qui vous permet, disons réellement, c'est des cartes à puce, qui ressemble un peu aux cartes Mastercard, cartes Visa, etc. Et ça vous permet, disons, c'est une autre façon de voir la vie, de faciliter la vie aux citoyens. Mais pour l'instant, le Béninois qui a envie d'utiliser sa carte LEPI pour autre opération est libre de le faire. On vous a vu aller vous entretenir avec les responsables de la police républicaine, mais comment aujourd'hui pouvez-vous rassurer par exemple, les banquiers, les acteurs de la banque, de ne pas rejeter les cartes LEPI parce que la police a arrêté un certain nombre de cartes falsifiées. Parce que ce n'est pas évident, les banquiers, par définition, c'est des gens extrêmement méfiants. Vous savez, il y a eu des complicités, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Moi je pense qu'il y a eu des complicités un peu partout. Parce que, à vue d'œil, les cartes dont il est question ne ressemble en rien à des cartes sérieuses. En rien. Donc, si la police fouillait un peu, c'est sûr que c'est des cartes... il y a eu des complicités. Pour moi, je crains qu'il y ait eu de complicités. Donc, mais de véritables cartes peuvent effectivement être utilisées comme une carte d'identité. Puisque c'est les mêmes données.
Mais il faut vérifier, il faut demander aux agents de banque de vérifier, de voir la sincérité donc du contenu ou bien de voir la qualité de la carte qui est présentée. C'est un peu comme quelqu'un qui mettre en doute la carte Léppi, c'est mettre en doute notre pièce d'identité. Je peux prendre la pièce d'identité, rester chez moi, photocopier, plastifier et me présenter à la banque avec. Il revient au banquier de voir si la carte est authentique ou pas. Voilà, donc c'est pas un défaut de la carte Léppi, c'est un défaut, disons, de l'agent chargé de prendre un document et de voir un peu son... Alors, 2019 est une année électorale. Le COS Léppi est en train de jouer sa partition en actualisant la liste électorale. Finalement, à quand la disponibilité de la liste actualisée? Toute l'opération prend fin, disons, fin décembre. Donc, début janvier, nous allons commencer la distribution des cartes à ceux qui en ont fait la demande et aux nouveaux majeurs. Donc, vers la 20-25 janvier, nous prenons contact avec la Sénat pour leur remettre la liste actualisée à l'EPI. Les cartes seront distribuées par le COS ou la Sénat? Les cartes seront distribuées par le COS. C'est le rôle du COS. C'est lorsqu'un COS n'arrive pas à distribuer entièrement des cartes que c'est confié à la Sénat. Mais c'est le rôle du COS l'EPI. Alors, la phase d'affichage est terminée, vous l'avez dit. La prochaine phase, c'est celle de déploiement des kits sur le terrain. Ça va démarrer quand et ça va durer combien de jours? Ça va démarrer début décembre. Début décembre, bon, je ne peux pas donner de jours puisque c'est à 2-3 jours près. Mais début décembre, cette phase démarre. Il y a une question que se posent beaucoup de Béninois de l'extérieur, vous devinez sans doute. Est-ce qu'ils sont concernés pour ce processus? Non. Les élections législatives, c'est des élections, disons, locales. Et il y a 24 circonscriptions. Donc, un Béninois de l'extérieur qui a envie de voter est obligé de venir dans sa circonscription pour voter. Donc, ça ne concerne pas les Béninois de l'étranger. Il n'y a pas encore de circonscription à l'extérieur pour que voilà. Il y a des sièges pour les Béninois de l'extérieur. Alors, j'avais dire au président du COS, l'EPI, un COS où tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Quel est votre secret? Il n'y a même pas de querelle entre membres du COS, alors qu'avant, on nous a habitués à des tergiversations, à des contestations, à des dénonciations. Comment vous faites? Non, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui plane sur ce COS. C'est l'esprit de la tolérance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de soucis. Mais on essaie donc de nous comprendre autant que possible. Et surtout distribuer les intérêts, enfin prendre en compte les intérêts des autres. Non. Vous savez, des intérêts avec le président Talon, vous courez de gros risques. Je peux vous dire que pour signer un document, je relis par 2 fois parce que il faut faire très attention à ce que ça nous crée même des problèmes de retard. Le temps de s'assurer avec le nouveau code des marchés, il faut s'assurer de tout et qu'on ait suffisamment. Il y a un délégué de contrôle qui est même au COS, etc. En fait, on essaie de faire au mieux. On essaie de faire au mieux et on essaie de se comprendre. Quand il y a, on finit toujours par, je disais récemment, rien que pour sur des trucs, ce n'est pas qu'on ne se combat pas. Et à la fin de l'opération, le 24 octobre, l'opération d'actualisation sur le terrain, et on avait encore des Béninois qui ont manifesté leur désir, surtout les derniers jours, à son phase prorogation. Nous, on a posé le problème en plénière, mais nous ne sommes pas entendus au niveau du COS. Et rien que ça, c'était fabuleux. On a fait 3 heures pour pouvoir nous... Mais on n'a pas pu s'entendre. Donc, du coup, c'est le camp de la non-prorogation qui a gagné. Mais c'était chaud. Mais dès qu'on a fini avec ça... Bon, quel camp était pour la prorogation? Non, c'est pas un camp. Il y a mouvance majorité. Non, pas du tout. Il y a des députés, il y a des membres COS de la mouvance qui étaient contre, d'autres pour, etc. C'est pas une bataille rangée, mouvance contre opposition, pas du tout. Qu'est-ce qui était mis en avant? Est-ce que c'est la question des délais ou le coût que cela... Il y a le coût, sachant que notre COS, nous avons essayé de limiter en termes de coût, mais il y a également, mais surtout c'est la question des délais qui a convaincu tout le monde. Parce que c'est pas bien
qu'à chaque fois, on dise le corps n'a pas fini et puis on finit à coup de poisson. C'est cet argument technique qui a fini par convaincre tout le monde. Voilà. Tout va bien au COS, il y a la quiétude, le calme, vous travaillez, mais apparemment à l'Assemblée nationale, ce n'est pas tout à fait le cas. La 7e législature à laquelle vous appartenez, honorable, est fortement décriée, pas ses membres d'ailleurs, des députés, une frange des députés de l'Assemblée nationale, notamment un membre de la minorité, dénonce cette 7e législature, la qualité des lois qu'elle a votées, la gouvernance même au sein de l'institution. Quel est votre point de vue? Vous savez, et qui dit gouvernance ou bien qui dit gouvernement talon dit volonté de faire des réformes. Et il faut bien qu'un jour, nous Béninois, nous ayons le courage d'affronter la réalité, d'affronter nos insuffisances et trouver des solutions. Nous critiquons beaucoup la gouvernance talon, c'est vrai. Mais en fin de compte, quand elle aura fini, les Béninois comprendront le rôle ô combien important qu'il doit jouer pour le pays. Parce que il faut des réformes. Qui dit réforme, dit loi. Il faut des députés pour accompagner. Donc c'est une volonté, disons, d'améliorer le Bénin. Et l'opposition est dans son rôle. L'opposition parlementaire est dans son rôle de montrer que rien ne va. Donc on ne va pas critiquer l'opposition qui trouve que ça ne va pas. Et quand vous dites changement des habitudes, vous dites également grincement de dents, parce que tout le monde ne se retrouve pas. Les intérêts sont divergents en ce moment-là. Donc, c'est ça l'explication fondamentale. Sinon, ce qui est en jeu, c'est-à-dire les réformes à proprement parler, à mon avis, ne posent aucun problème. Il faut bien qu'on les fasse. C'est un peu comme, vous savez, au Ghana, tout le monde applaudit aujourd'hui le président Rawlings 20 ans après son départ. Mais les Béninois, après le départ du président Talon, auront à regretter s'ils ne le soutenaient pas. Parce que c'est avec lampe torche que nous allons le rechercher. Rechercher quelqu'un comme lui. Parce que accepter soi-même d'être impopulaire dans l'intérêt supérieur de la nation, il faut le faire. C'est-à-dire que toutes les décisions prises, les actes posés par le président Patrice Talon et son gouvernement sont des actes qui forcément changeront quelque chose. Ah oui, de façon fondamentale. Prenez par exemple la refonte liée au charte des partis politiques. On passe ainsi de 300 partis politiques à 3 ou 4. Comment vous expliquez, c'est-à-dire en quoi on pourrait qualifier cela, disons, c'est moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans un processus démocratique. La Constitution admet un multipartisme intégral. Pourquoi limiter la création des partis politiques? Cela ne va-t-il pas contre la Constitution? Non. C'est-à-dire que ça encourage la formation de grands blocs, de grands partis politiques. Mais ça n'interdit pas. Moi, il me faut 15 personnes par commune pour créer son parti politique. Ce n'est pas la mer à boire. On n'empêche pas les partis politiques de se créer. Les gens peuvent continuer par créer leur parti politique. 15 personnes par commune, ce n'est pas grand-chose. Donc, quelqu'un qui a la capacité d'avoir ce chiffre, créer son parti politique, ce n'est pas interdit. L'achat des partis politiques n'interdit pas ça. Par contre, ce qui décourage, c'est le fait que pour réussir à avoir un député, il y a des contraintes. Ça, c'est le code électoral qui prescrit ça. Mais créer son parti politique ne pose aucun problème. C'est à la création du parti, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, pour aller aux élections et gagner, vous avez intérêt à rejoindre de grands blocs. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on voit mal ceux qui nous ont enseigné la démocratie, qui nous ont parlé de la démocratie, ceux que nous sommes en train d'imiter, n'ont pas plus de 3-4 partis politiques chez eux. Alors, notre constitution est différente des leurs. Je ne pense pas
Aux États-Unis, vous savez, il y a d'un côté les démocrates, de l'autre les républicains, et puis ils s'affrontent. Et ça fait que les concepts d'un régime à un autre ne changent pas trop. Et vous allez chez ceux qui nous ont colonisés à côté, les Français, vous savez, ils sont en réalité deux grands blocs. Même s'ils sont de la gauche, de la droite, même s'ils sont légèrement divisés à l'intérieur. C'est des courants qui ont... C'est normal, il y a des courants aussi chez nous. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on imite ceux-là? Il faut imiter ceux qui voient loin. Donc l'esprit, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un de créer son parti, mais s'il crée son parti, il est capable, s'il est réellement capable d'aller loin, il crée son parti, il est libre. Voilà. Alors, on reste dans ce registre-là, puisqu'on va revenir sur l'Assemblée nationale plus tard. Vous avez c'est inutile de dire que vous appréciez ces réformes, vous avez déjà adhéré, vous avez fait le choix du bloc républicain. Dans le pays Agoni, qu'est-ce qui a pu motiver un député donc, du pays Agoni de la 24e circonscription de faire ce choix? Les électeurs suivent le leader. C'est à nous de leur expliquer, d'expliquer à nos militants le pourquoi des choses. Et à force de convaincre, ils adhèrent. Donc, nous avons fait ce travail. Au départ, ce n'était pas un bloc républicain. C'était l'esprit même, lorsqu'on envisageait déjà le vote de la loi sur la refonte du système partisan. Et c'est en ce moment déjà que moi, j'ai commencé par expliquer, par faire des tournées, par sensibiliser sur la nécessité d'abandonner notre logo, d'abandonner le nom du parti et de rejoindre un grand groupe. Donc c'est pas... on a commencé par faire ce travail très, très tôt et puis on a adhéré à un groupe. Notre groupe initial, c'était Dynamique Unitaire. On a commencé par travailler depuis plusieurs mois, lorsque la nécessité, disons, de nous renforcer, et faisant encore d'autres alliances, en essayant toujours dans l'esprit, disons, d'avoir des blocs plus forts, on a essayé donc de nous entendre pour que d'autres partis nous rejoignent, dont le grand parti PRD. Et c'est ensemble que ces grands regroupements sont devenus donc... bloc républicain. Donc, et notre idéologie, disons, de voir la manière dont il faut gérer le pays, c'est beaucoup plus proche, disons, de l'esprit républicain que de l'esprit socialiste. Donc, voilà. Oui, ma question demeure, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour... Vous avez Dynamique Unitaire, d'abord. Oui, Dynamique Unitaire, ça est devenu plus tard un bloc républicain. Donc, apparemment, c'est le choix de votre frère de l'autre côté qui a peut-être déterminé votre choix. Je fais allusion. Ah, je vois. Je vois. Votre question est délicieuse. Parce que l'enjeu, c'est essayer d'être tête de liste dans sa zone. Non, pas du tout. C'est d'abord une question, disons, d'idéologie. Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir pourquoi je ne suis pas dans le même camp que Alagbé? Lui, il a choisi l'opposition. Donc, si ce n'est pas mon choix, je n'ai pas resté avec lui. Bon, le ministre Akei, chacun a choisi son camp de façon libre. Et je vais vous ôter d'un doute, nous sommes des adversaires politiques. Mais nous parlons, nous rigolons, nous parlons tout le temps. Adversaire politique, toujours dans ce bloc de la majorité? Non, je dis sur le terrain. Oui. Sur le terrain, jusqu'à une période récente, on ne s'entendait pas. Donc, c'est humain de ne pas vouloir être du même groupe. C'est tout. Et aujourd'hui que vous partagez la même conviction, c'est-à-dire soutenir un même acteur, le chef de l'État, que vous retrouvez dans le bloc de la majorité parlementaire, vos relations se sont-ils améliorées? Oui, tout à fait. On échange assez souvent. C'est vrai que lors des élections, lors de la campagne, on aura à s'affronter. Mais ce sera un affrontement pas violent. Amical. Ah mais oui, ce sera amical. On va pas. Toi, ça ne peut plus se passer comme les fois passées. Voilà. Alors, revenons sur l'Assemblée nationale. La 7e législature qui a battu des records en matière donc, de vote de loi.
qu'est-ce qui a fait? Comment peut-on expliquer le fait que le président de Mbedji, adoubé par tous, applaudi par l'ensemble des députés, soit aujourd'hui aussi fortement critiqué par certains de vos collègues de la minorité? On reproche quoi au président Mbedji? Enfin, il lui reproche quoi? Il lui reproche d'avoir choisi la voie des réformes. En réalité, c'est ça. Le fond du problème, c'est ça. Et il y a des réformes qui ne plaisent pas. L'opposition est-elle contre les réformes? Je ne sais pas. Sachant qu'il y a des collègues membres aujourd'hui de l'opposition qui étaient membres de la mouvance et qui ont quand même voté des réformes à l'époque. Donc, lorsque vous êtes d'une tendance, quel est ce gouvernement qui ne recherche pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Donc, lorsque vous êtes membre d'un groupe politique, vous raisonnez, vous réfléchissez pour essayer, disons, de faire passer, disons, cet esprit. Lorsque je dis je suis socialiste, je dois me battre pour que ce soit des lois favorables au socialisme qui passent. Oui. Donc, je pense que c'est normal que quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'opposition combatte. Si j'étais opposant, je combattrais. Je ne voterais que pour ce que je sens réellement utile pour moi ou mon groupe politique. Mais je combattrai tant que je trouvais les moyens de montrer que mon adversaire fait mal, je le dirai. Donc il n'y a pas de mal à cela, à ce que l'opposition est dans son rôle. Sur quel plan, par exemple, là, trouvez-vous raison? Qu'est-ce qu'il dénonce, par exemple, qui vous paraît pertinent? Non. Notre opposition actuelle, je reproche, c'est moi, mais notre opposition actuelle n'est pas forte. Elle laisse le président Talon un peu trop libre, à mon goût. Vous savez, c'est un ancien. Elle n'inquiète pas. C'est un ancien contempteur des régimes qui parle, c'est un ancien opposant qui parle. Oui, le président Talon. L'opposition, elle est faite pour chauffer un gouvernement. Lorsque le président de la République se réveille et pense à l'opposition, il doit avoir peur. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir aujourd'hui? C'est ça, l'opposition. Il n'a pas manqué de le faire. Le président Talon. Les opposants. Non. L'opposition actuelle, c'est trop mou. L'opposition actuelle ne fait pas paniquer le gouvernement. L'opposition actuelle se verse un peu trop dans des insinuations sans preuve. Lorsque nous étions opposants, avant de parler, ça avait preuve. Et lorsqu'on sort ces preuves-là, le président n'a rien à faire. Je crois que, et pour ceux qui, les concitoyens qui ne le savent pas, au moment où moi j'ai écrit les vraies couleurs du caméléon, j'ai dénoncé les actes de corruption, le président Kérékou était vivant, non seulement vivant, il était président de la République, et moi je n'étais pas député, je n'étais pas couvert par une immunité parlementaire. J'ai écrit un livre pour dénoncer. Les gens, ils ont gesticulé, ils ont tout fait, ils ne pouvaient pas m'arrêter. Je n'ai pas fui, je suis resté dans le pays. J'ai écrit à la suite de ça, crépuscule d'un dictateur avec dénonciation du dossier Sonacop, etc. Je n'ai pas fui, je suis resté là. Personne n'a pu m'arrêter. Et récemment, avec le président Yahi Boni, vous savez, au début, j'étais avec le président Yahi Boni, j'ai été même son chargé de mission. Et je me rappelle le jour où, lors d'un congrès de l'UNDP en janvier 2009 à Boïcon, le député Issa Salifou disait que le président Yahi Boni volait, détournait au port tournant de Cotonou. Je n'ai pas hésité à dire que si moi je faisais mes enquêtes et que cela s'avérait, que je le quitterais. Ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte qu'il y avait des choses graves. Et quitter un régime, quitter un gouvernement, c'est un peu comme quitter sous un arbre fruitier et aller se retrouver au soleil. Mais je l'ai fait. Et vous commencez pas à critiquer. Avec preuve à l'appui. Regardez des dossiers graves que j'ai eu à dénoncer, affaire Sensad, etc., ICC. À un moment donné, quand je parlais, j'étais plus député. En 2011, on m'a chassé, quand bien même, vous connaissez la suite, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, et j'ai pas pu, on m'a empêché d'aller à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas arrêté le combat. Donc, ce n'est pas seulement quand on est député qu'on mène un combat en tant qu'opposant.
Donc, il faut chauffer beaucoup plus le président Talon, parce que plus l'opposition est forte, plus le gouvernement travaille. Sous le général Mathieu Kayekou, il n'y avait peut-être pas un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies, il n'y avait pas de créate, il n'y avait pas d'OCSC pour réprimer certaines infractions. Ou certaines, monsieur le journaliste, oui. Lorsque vous voulez attaquer un gouvernement, attaquez-le avec preuve. Personne ne peut vous arrêter. Personne. Vous vous rappelez de l'affaire ICC dans ce pays, de ce que j'ai eu à dire dans ce pays de grave. Lorsque, même tout député que tu es, quand ce que tu dis est faux, on peut t'arrêter. Donc, moi j'invite l'opposition à laisser les querelles de clocher et à véritablement s'opposer. S'il n'y avait pas OSAP, quelle est l'opposition qui reste dans ce pays? Par exemple, notre opposition, c'est OSAP. Au moment où nous on faisait l'opposition, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Facebook. Et pourtant, on se faisait entendre. On faisait peur au gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'elle a les moyens aujourd'hui pour mener ce combat? Mais nous, si nous avions eu les moyens, alors qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est que ces moyens n'ont pas disparu. C'est pas à moi de donner des idées à mes adversaires. On parle de crochet, mais l'opposition, notamment dans ces exigences rendues publiques il n'y a pas longtemps, parle de lutte contre la corruption, lutte sélective contre la corruption, et parle d'exilés politiques et de prisonniers politiques, et demande d'ailleurs, exige leur retour et leur libération honorable. Vous savez, il faut pas mélanger. Du temps du président Yahi Boni, on a connu des exilés politiques. C'était sous le coup, disons, des menaces du gouvernement. Mais là, la plupart des exilés que nous avons, c'est des Béninois qui sont appelés à répondre devant la justice, qui ont décidé de fuir. Moi, je n'appelle pas ça exilés politiques. Non, ce n'est pas des exilés politiques. Voyez-vous, on parle de chasse aux sorcières. Si le président Talon devait sortir tous les dossiers qu'il y a dans ce pays, dans le cadre de la lutte contre la corruption, on dira encore qu'il fait... Le dossier Sensad, je continue je reviens là-dessus, où c'est le dossier dans lequel les gens ont acheté des imperméables à 400 000 et des gants à 90 000. C'est dans ce dossier que les gens ont eu des facilités, des exonérations douanières avec lesquelles ils pouvaient faire venir des marchandises. Il suffisait de dire c'est Sensad. Les gens ont fait venir des milliers de conteneurs dans ce pays pour leur business en disant que c'est pour construire Villa Sensad des années plus tard. Dans ce pays où le Béninois moyen souffre, l'instituteur, l'enseignant souffre pour pouvoir s'acheter un lopin de terre à Kassato avant la retraite, c'est dans ce même pays que des Béninois ont pris gratuitement des parcelles en bordure de mer. Voyez-vous tout ça? Imaginez un instant que le président Talon dise aujourd'hui, j'ouvre le dossier Sensad. Regardez le dossier ICC Service, où en dehors de tout ce qui a été volé, il y a au moins des milliards de biens qui ont été vendus, des villas, des véhicules haut de gamme, etc. Disons des principaux auteurs qui ont été récupérés et vendus. Jusqu'à aujourd'hui, cet argent est passé par où? Cet argent est passé par où? C'est des milliards. J'ai dénoncé ça. Il y avait une dame à l'époque qui s'agitait pour... Aucun spolié, même pas les spoliés de 5 000 francs n'ont été remboursés. Si le président Talon ouvrait ce dossier, il y aura des Béninois encore qui vont fuir. On dira qu'il est en train qu'il y a des exilés politiques. Non. Moi, je pense que... regardez le dossier faux médicaments. Lorsque moi-même, de mon propre chef, je décide d'aller chez un dealer, m'acheter de la drogue, il n'y a pas de problème, ça ne regarde que moi. Lorsque je décide de prendre de la drogue, ça me regarde. Mais lorsque je tombe malade, le médecin me prescrit des médicaments, je vais acheter à la pharmacie, alors que c'est de la drogue, ou c'est d'autres maladies qui vont se régénérer en moi, je dis c'est de l'assassinat collectif. Et ça, on dira que le président Talon fait mal. Non. Regardons les choses en face. Je ne prétends pas que le président Talon fait tout bien, parce que c'est un homme. Il se pourrait qu'il ait quelques erreurs de jugement
ça peut arriver à tout temps. Non, je n'en connais pas pour l'instant, mais je dis, parce que dans cette volonté, disons, d'assainir la vie publique, forcément, parfois vous pouvez connaître des erreurs. Mais pour l'instant, je pense qu'il se bat bien. Il faut plutôt l'encourager. Raison pour laquelle vous l'accompagnez? Raison pour laquelle je l'accompagne, et le jour où je sentirai qu'il fait mal, je lui dirai. Jusque-là, il ne fait encore rien de mal selon vous? Tout va bien? Non, je pense que jusque-là, il fait de son mieux et il faut l'accompagner. De temps en temps, lui dit, bon, recadrons de telle manière. Tous ceux qui l'accompagnent se doivent de le lui dire. Mais l'esprit fondamental, c'est d'amener les Béninois à se prendre au sérieux. Ça, c'est le plus important selon moi. Ce que nombre de concitoyens lui reprochent, c'est le fait qu'il n'est pas trop penché du côté social de la chose, de sa gouvernance. Oui, c'est vrai que ça chauffe. Et quand je dis ça chauffe pour tout le monde. Ah oui, ça chauffe. Ça chauffe chez vous aussi? Mais bien sûr que ça chauffe chez moi. Ça chauffe chez moi parce qu'il faut vous dire quelque chose. Si votre voisin n'est pas heureux, si votre militant n'est pas heureux, vous aussi vous n'êtes pas heureux. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, si j'avais par exemple 10 personnes qui me demandaient de l'aide, aujourd'hui c'est certainement 2 fois, 3 fois plus. Donc, alors l'argent que j'ai, et mes revenus n'ont pas augmenté pour autant. Donc l'argent que j'ai, je suis obligé d'en prendre une bonne partie pour soutenir les autres. Président de COSLEPI, donc oui, j'ai un peu plus d'argent. Peut-être une embellie. Il y a une embellie. Un peu plus, c'est quelque chose que je prends quand même en plus. Mais quand même, il y a beaucoup plus de sorties. Donc, du coup, tout le monde sent la chaleur. Mais ce que je voudrais dire sur ce volet-là, c'est que pour avoir un Bénin réellement nouveau et beau, il faut qu'on accepte un peu traverser cette période difficile. La période doit être difficile et pour tout le monde, mais nous devons traverser quand même. Il faut accepter qu'on traverse la période difficile. Et maintenant, comme l'a dit le président, lorsque vous avez regardé la femme qui doit faire un bébé, c'est le degré de souffrance qu'elle vit, la femme, à l'accouchement. Il y a même certaines femmes qui disent, plus jamais je ne ferai d'enfant. Mais lorsque le bébé sort, il est tout beau, elle change d'avis. Quand le bébé sortira, je pense que on doit oublier cette douleur que nous traversons en ce moment-là. Le bébé, il sortira quand? Mais il va sortir, il va sortir. Il avait négocié une échéance avec le de 2 ans. Il va sortir. Moi, je sais que le président, c'est vrai que le président Talon a un devoir, quelque part, ce devoir qui consiste à être impopulaire. C'est un devoir d'impopularité et il est en train de jouer, d'accepter ce devoir. Mais quand il va finir son mandat, je vous ai déjà dit, on sera nombreux pour lui dire pardon, reviens. Parce que c'est nécessaire qu'on traverse ces difficultés-là quand même, à un moment donné. Jean-Vieux Yaoudaou, président du COSLEPI, député, honorable député à l'Assemblée nationale, membre de la Haute Cour de justice. On me signale qu'il nous reste encore 120 secondes, nous avons 2 minutes avant de conclure cette émission. Vous avez promis la liste électorale permanente informatisée devant servir pour les prochaines législatives sera disponible début janvier. Les citoyens pourront rentrer en possession de leur carte d'électeur, du moins les citoyens, les nouveaux majeurs, les omis et éventuellement ceux qui auraient perdu leur précieux sésame pour aller accomplir leur devoir civique. On va quand même vous laisser nous dire un dernier message, notamment à l'endroit de ces citoyens. Vous savez, merci beaucoup pour m'accorder encore quelques secondes. C'est surtout, chaque citoyen n'a qu'à se poser une question aujourd'hui. Est-ce que j'ai changé de domicile? Est-ce que mon stand de vote tel que c'était me convient? Si la réponse est négative, c'est le moment ou jamais de se rapprocher du COSLEPI et d'assurer la correction avant la fin du mois de novembre. Sinon, il risque d'avoir un peu, disons, de déception le jour du vote parce que vous ne retrouverez plus votre nom parce que votre nom se retrouverait dans un centre, dans votre ancien centre. Donc, c'est le moment ou jamais de se rapprocher du COSLEPI et pour qu'on vous donne satisfaction par rapport donc à vos nouvelles contraintes. Et pour ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, qui comprennent également que la correction peut être faite, le duplicateur peut être délivré. Nous avons pris contact avec le ministre de l'Intérieur déjà pour que les facilités soient accordées autant que possible pour que ça évite au niveau de la délivrance des certificats de perte.
Voilà, merci beaucoup. Honorable Yahweh Devou, merci à vous Christian Adandeyan, merci de m'avoir accompagné dans cet entretien, merci de nous avoir suivi, chers amis téléspectateurs, passez d'agréables moments devant 43 Belen. Nous on vous retrouve dimanche en 8. Au revoir.